pris ma retraite et acheté un chalet dans la forêt pour être seul avec la nature. Puis mon gendre m'a appelé, mes parents emménagent chez toi. Si ça ne te plaît pas, retourne en ville. Je n'ai rien dit. Mais quand ils sont arrivés, ils ont découvert la surprise que je leur avais laissée. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires leur qu'il est là où vous vous trouvez maintenant. Les clés semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû. Je me tenais dans le bureau de l'agent immobilier de Rebecca Marsh à Cody, les tenant pendant qu'elle agrafait des documents que j'avais déjà oubliés. Dehors, par la fenêtre, le vent de mars poussait des virevoltants à travers le parking. Félicitations, monsieur Nelson. Rebecca souriait comme si elle m'avait offert le monde. Peut-être l'avait-elle fait. Vous êtes officiellement propriétaire dans le comté de Park. Le chèque de banque, 185 000 $, avait quitté mon compte ce matin-là. 40 ans d'heures supplémentaires, de vacances sautées, de déjeuners préparés. 4 décennies condensées en 6 chiffres, maintenant converties en 75 mètres carrés de bois et de solitude, à 20 km de la civilisation. Merci. J'ai empoché les clés et lui ai serré la main. Mes doigts étaient plus stables que je ne l'avais prévu. Le trajet depuis son bureau m'a mené vers l'ouest sur l'autoroute 14, puis vers le nord sur des routes qui devenaient de plus en plus étroites à chaque virage. Le bitume est devenu du gravier, le gravier de la terre. Le service cellulaire est passé de 4 bars à 2, puis 1. Je me suis arrêté dans un magasin général et j'ai acheté du café, du pain, des œufs, du beurre. La vendeuse m'a demandé si j'étais en visite. J'y vis, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si j'avais dit quelque chose de sage. Les 3 derniers kilomètres grimpaient à travers une forêt de pins si dense que le soleil de l'après-midi peinait à pénétrer. Quand le chalet est apparu dans sa clairière, je me suis garé et j'ai coupé le moteur. Des wapitis. 4 d'entre eux broutaient à 50 mètres du porche. Ils ont levé la tête, étudié mon camion, puis ont repris leur repas. L'un d'eux a agité une oreille pour chasser une mouche. Je suis resté assis là pendant 5 minutes à les regarder. Pas de klaxon, pas de sirène, pas de voix filtrant à travers les murs de l'appartement. Le chalet était exactement comme les photos le promettaient. Des bûches de cèdre patinées, un toit en métal vert, une cheminée en pierre. Petit, oui, mais à moi. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. L'air sentait la sève de pin et la vieille fumée de bois. Une pièce principale avec une kitchenette. Une chambre à peine assez grande pour un lit double. Une salle de bain avec une cabine de douche dans laquelle je devrais entrer de côté. Parfait. J'ai déchargé le camion lentement, méthodiquement. Les outils sur le panneau perforé au-dessus de l'établi. Marteau, clé, scie à main, chacun à sa place désignée. Les livres empilés sur l'étagère par sujet. Histoire. Manuel d'ingénierie. 3 romans que je voulais lire depuis une décennie. La cafetière positionnée sur le comptoir où la lumière du matin la frapperait en premier. Chaque objet placé avec intention, créant de l'ordre dans le chaos des cartons de déménagement. Le temps que je finisse, le soleil se couchait. J'ai fait du café trop tard dans la journée, mais je m'en fichais et je l'ai emporté sur le porche. Le fauteuil à bascule que j'avais acheté spécialement pour ce moment a grincé sous mon poids. Les wapitis s'étaient déplacés plus profondément dans la clairière. Un faucon décrivait des cercles au-dessus de ma tête, profitant des courants thermiques. J'ai appelé Bula. Papa, sa voix est venue, claire et immédiate. Tu y es? Tu l'as eu? J'ai signé les papiers ce matin, ai-je dit. Je suis assis sur le porche en ce moment, à regarder les wapitis. Je suis si fier de toi. La chaleur dans son ton m'a serré la poitrine. Tu l'as mérité. 40 ans, j'ai siroté mon café. 40 ans que je rêvais de matin où je boirais du café en regardant la faune au lieu du trafic autoroutier. Tu mérites chaque moment de paix. Elle a fait une pause. Cornelius a été si stressé par le travail dernièrement. Parfois, j'oublie même à quoi ressemble la paix. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a fait marquer un temps d'arrêt. Tout va bien? Oh, oui. Tu sais ce que c'est. Les pressions du management intermédiaire. Elle a ri, mais son rire sonnait faux. Quand est-ce que je peux venir te voir? N'importe quand, ma chérie. Tu le sais. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes. Ses élèves, ses projets de jardinage, des sujets sans risque. Quand nous avons raccroché, je suis resté assis à regarder le soleil peindre les montagnes en orange et en violet.
Le café avait refroidi, mais je l'ai bu quand même. Le téléphone a sonné 1 heure plus tard. Mes parents ont perdu leur maison. Cornelius n'a pas pris la peine de dire bonjour. Sa voix avait le ton plat qu'il utilisait pour les conférences téléphoniques. Ils emménagent chez toi pour quelques mois, jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit. Ma main s'est crispée sur l'accoudoir. Attends, quoi? Cornelius, je viens d'acheter cet endroit. C'est à peine? Pour quelques mois, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose. J'ai acheté cet endroit pour être seul. J'y ai mis toute ma retraite. Alors tu aurais dû rester à Denver. Vendredi matin. Je t'enverrai l'heure d'arrivée par texto. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assis là, tenant le téléphone, fixant la clairière où les wapitis avaient été. Ils étaient partis. Des animaux intelligents. Mes jointures étaient devenues blanches sur l'accoudoir. Je me suis forcé à le lâcher, à fléchir mes doigts, à respirer. À l'intérieur, j'ai versé un autre café que je ne voulais pas et je me suis assis à la table de la cuisine. De la poche de ma veste, j'ai sorti un petit bloc-notes et un stylo, le genre de bloc d'ingénieur que j'avais porté pendant 40 ans, du papier millimétré pour les croquis et les calculs. J'ai commencé à écrire, pas des épanchements émotionnels, mais des questions, des estimations de délai, des évaluations de ressources. Les clés du chalet étaient posées sur la table à côté de mon bloc-notes. 1 heure plus tôt, elles avaient signifié la liberté. Maintenant, elles signifiaient tout autre chose. Je les ai prises, j'ai senti leur poids, je les ai reposées avec un soin délibéré. Pendant 40 ans, j'avais été le raisonnable, le pacificateur, l'homme qui avalait les inconvénients pour maintenir la paix familiale. Plus maintenant. L'aube est entrée par les fenêtres de la cuisine et m'a trouvé toujours à table. Des tasses de café vides formaient un demi-cercle autour de mon bloc-notes, qui était devenu dense de listes, de diagrammes, de questions écrites et réécrites. Je n'avais pas dormi, je n'en avais pas besoin. Mon esprit était vif comme il ne l'avait pas été depuis des années, concentré, cristallin, fonctionnant avec quelque chose de plus pur que le repos. J'ai fait du café frais et j'ai étudié mes notes. Puis j'ai rangé, chargé mon camion et je suis retourné à Cody. Le poste de garde du parc national de Yellowstone se trouvait à 20 minutes à l'ouest, un bâtiment moderne conçu pour se fondre dans le paysage. À l'intérieur, des expositions éducatives montraient des meutes de loups, des territoires d'ours, des schémas de migration des wapitis. Un garde forestier, d'environ 40 ans, avec le visage buriné de quelqu'un qui passait plus de temps dehors que dedans, a levé les yeux de son bureau. « Je peux vous aider ? Je viens d'emménager de Denver, ai-je dit. J'ai acheté une propriété près de la route de Comté 14. Belle région, a-t-il souri. Vous devrez faire attention au stockage de la nourriture. Beaucoup d'activités d'ours au printemps. Et les loups ? J'ai entendu dire qu'ils sont de retour dans la région. La réintroduction a été un succès. Il s'est levé et s'est dirigé vers une carte murale, montrant des zones marquées d'épingles colorées. Ils sont généralement timides, mais ils ont un odorat incroyable. Ils peuvent détecter une proie ou de la nourriture à des kilomètres. Vous chassez ? Non, juste curieux. Je veux être préparé. C'est malin. Il m'a tendu une brochure. Gardez votre propriété propre. Ne laissez pas d'attractifs dehors, sauf si vous voulez des visiteurs. J'ai pris des notes soignées dans mon carnet de terrain, direction du vent, territoire des meutes, comportement saisonnier. Je l'ai remercié chaleureusement, mentionnant à nouveau que j'étais de Denver et que j'apprenais encore la vie en montagne. Chaque mot était calibré pour paraître naïf, inquiet, exactement ce qu'il attendrait d'un nouveau venu nerveux. De retour à Cody, j'ai trouvé un magasin d'articles de plein air, du genre avec des animaux empaillés sur les murs et des rayons de vêtements de camouflage. La section des appareils photo se trouvait entre le matériel de chasse et les systèmes de sécurité. Je cherche des caméras animalières, ai-je dit au vendeur. Je veux surveiller l'activité des ours près de ma propriété. Il m'a montré 2 modèles avec activation par le mouvement, vision nocturne et connectivité cellulaire. Celles-ci feront l'affaire. Beaucoup de gens veulent garder un œil sur leur terre. 340 $. J'ai payé en espèces. Au chalet, mercredi après-midi, je les ai installées méthodiquement, une couvrant l'approche de l'allée, une autre orientée vers le porche avant. J'ai testé les détecteurs de mouvement, vérifié la force du signal, ajusté les positions jusqu'à ce que la couverture soit parfaite. La partie ingénieur de mon cerveau,
40 ans à résoudre des problèmes structurels, à trouver satisfaction dans la précision. Cacher les caméras suffisamment pour qu'elles soient discrètes. Les positionner pour une capture optimale. Tester, ajuster, vérifier. Les 2 caméras se connectaient à mon téléphone avec une barre de service cellulaire. Faible mais fonctionnel. Jeudi matin, je suis retourné à Cody. La boucherie se trouvait dans une rue latérale, le genre d'endroit qui servait les éleveurs et les restaurants locaux. Il me faut 10 kg de chute de bœuf, ai-je dit. Des abats, des parures de graisse, pour des chiens. Le boucher n'a pas scié. Ça marche. 45 $ pour de la viande enveloppée dans du papier blanc, chargée dans des glacières que j'avais apportées. L'odeur était immédiate et puissante. Sang, graisse, chair crue. Jeudi après-midi, je me tenais dans la clairière derrière mon chalet avec les glacières ouvertes. Le vent venait de l'ouest. Je l'ai vérifié à l'ancienne, en mouillant mon doigt et en le levant. J'ai marché à 30 mètres de la structure, en amont du vent. Puis j'ai placé la viande en 3 tas, en l'étalant pour maximiser la dispersion de l'odeur. Ce n'était pas aléatoire, c'était calculé. Assez proche pour attirer les prédateurs dans la région, assez loin pour qu'ils se concentrent sur les tas, pas sur le bâtiment. Je n'essayais de mettre personne en danger. J'essayais de leur donner une leçon. De retour à l'intérieur du chalet, j'ai parcouru chaque pièce, verrouillé les fenêtres, coupé l'électricité inutile, réglé le thermostat au minimum pour protéger mon investissement tout en préparant mon piège. Je me suis arrêté à la porte, j'ai jeté un dernier regard à l'espace que j'avais habité pendant moins de 3 jours, et je suis parti sans hésitation. Le trajet jusqu'à Denver a duré 5 heures. Je suis arrivé à mon ancienne maison juste avant minuit. La maison de banlieue que je n'avais pas encore vendue, encore partiellement meublée, mais vide. J'ai déchargé mon camion, installé mon ordinateur portable dans le salon, calé mon téléphone là où je pouvais regarder les flux des caméras. Puis j'ai attendu. Vendredi matin à 10 h, une berline est apparue sur l'écran de mon téléphone. Léonard et Grace en sont sortis, regardant autour d'eux avec des expressions que j'ai reconnues, même sur le petit écran. Du mécontentement, du jugement. Le microphone de la caméra a capté leur voix. C'est donc ici qu'il vit maintenant, Grace a plissé le nez. Ça sent le pain et la terre. Au moins, c'est gratuit, a dit Léonard en se dirigeant vers le chalet. On restera quelques mois. Laissons Cornelius s'occuper de la suite. Je ne vois pas pourquoi on a dû venir jusqu'ici. Grace s'est arrêtée, figée. Léonard, des loups. 3 silhouettes ont émergé de la lisière des arbres au nord-ouest. Grises et brunes, se déplaçant avec une détermination prudente vers les tas de viande. Pas agressives, pas intéressées par les humains, juste affamées. Léonard les a vus, il est devenu blême. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture maintenant. Ils ont couru. Grace a trébuché, s'est relevée. Les portières de la voiture ont claqué. Le moteur a démarré, et le gravier a giclé alors qu'il faisait marche arrière sauvagement, puis accélérait dans l'allée. Les loups, imperturbables, ont continué vers la viande. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai pris mon café. J'ai bu une lente gorgée. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Cornelius avait perdu son ton professionnel. Maintenant, ce n'était que de la fureur. Mes parents ont failli se faire attaquer. Je n'ai rien fait, ai-je dit calmement. Je t'avais prévenu que cette propriété est en pleine nature. Tu as organisé ça. Tu as appâté ces animaux. Cornelius, je vis au pays des loups. Les loups vivent ici. C'est leur maison. Peut-être aurais-tu dû demander avant de supposer que tu pouvais utiliser la mienne. Tu es fou. Je vais ? Tu vas quoi ? Me poursuivre en justice parce que la faune existe sur ma propriété ? Bonne chance avec ça. Ce n'est pas fini. Non, ai-je dit. Ça ne fait que commencer. J'ai appuyé sur la touche fin d'appel, posé le téléphone délibérément, suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai ouvert à nouveau la vidéo, regardant les loups finir la viande et disparaître dans la forêt. Dehors, par ma fenêtre à Denver, les montagnes se dressaient au loin. Quelque part là-haut, mon chalet attendait. J'avais planifié une défense, mais en restant assis là, à regarder l'enregistrement une fois de plus, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus de défense.
2 semaines s'écoulèrent avant le prochain coup de Cornelius. J'ai passé ces journées à m'installer dans la routine que j'avais imaginée. Café sur le porche à l'aube, regardant les wapitis dériver dans la clairière, lisant des livres que j'avais reportés pendant des décennies. Mais la paix semblait conditionnelle maintenant, comme se tenir sur de la glace qui pourrait se fissurer. Je vérifiais mon téléphone plus que je ne le voulais, gardais les flux des caméras ouverts sur mon ordinateur portable, écoutais les véhicules sur le chemin de terre. Mi-avril apporta des après-midi plus chauds et les premières vraies fleurs sauvages. Je fendais du bois quand mon téléphone a sonné. « Papa, s'il te plaît. » La voix de Bula s'est brisée sur le deuxième mot. Elle pleurait. Cornelius m'a montré la vidéo des loups. Ça aurait pu être tellement pire. J'ai posé la hache et je suis allé sur le porche. Bula, ma chérie, les loups vivent dans ces montagnes. Je n'ai pas créé cette situation. J'ai prévenu Cornelius que ce n'était pas un logement approprié pour ses parents. Mais tu savais qu'il venait. Tu aurais pu faire quelque chose pour rendre l'endroit plus sûr. Le scénario était évident. Chaque phrase semblait répétée, cohachée. Ma fille transformée en sa messagère. J'ai acheté cette propriété pour la solitude, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Personne ne m'a demandé si j'étais prêt à accueillir des invités. Mais je suis prêt à rencontrer Léonard et Grace pour discuter des options. Vraiment? L'espoir a inondé son ton. Vraiment? Je les rencontrerai en ville. Terrain neutre. Nous parlerons. Après avoir raccroché, je suis resté à regarder les nuages se déplacer sur les montagnes. Elle croyait sincèrement qu'elle aidait. Cela rendait les choses pires. 2 jours plus tard, je suis allé à Cody pour la réunion. J'avais passé les 2 soirées à me préparer, à rechercher les prix de location comparables pour des propriétés rurales du Wyoming, à imprimer 3 copies d'un contrat de location à court terme standard, à revoir les bases du droit de la propriété. J'ai répété ma présentation dans le rétroviseur du camion ce matin-là, testant différentes formulations jusqu'à ce que je trouve le bon équilibre. Ferme mais pas hostile, clair mais pas froid. Le « Grizzly Peak Café » se trouvait sur la rue principale, petite et locale, table en bois, photographie de paysages sur les murs, grande fenêtre donnant sur les passants du matin. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai choisi ma position avec soin, une table près de la fenêtre, dos au mur, vue dégagée sur l'entrée, à portée de la caméra de sécurité que j'avais repérée au-dessus de la caisse. J'ai commandé un café noir et j'ai attendu. Léonard et Grace sont arrivés exactement à l'heure. Cornelius avait dû les conduire, probablement garés à proximité, leur soufflant quoi dire. Ils sont entrés sans rien commander, se sont assis en face de moi comme si je les avais convoqués au tribunal. Bonjour, Léonard. Grace, voulez-vous un café? Léonard a ignoré la question. Ça a assez duré. Il nous faut ces clés aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour un café, a ajouté Grace. Nous sommes ici parce que la famille est censée aider la famille. J'ai sorti le contrat de location de mon dossier et je l'ai fait glisser sur la table. Le papier a fait un son doux contre le bois. Je l'ai aligné parfaitement avec le bord de la table et j'ai tapoté une fois dessus avec mon index. Je suis d'accord, c'est pourquoi j'ai préparé une proposition. Léonard a baissé les yeux, puis les a relevés, son visage devenant rouge. Un contrat de location? Tu nous fais payer un loyer. Au prix du marché pour une propriété meublée dans cette région. 1200 $ par mois, bail de 6 mois, conditions standards. Tu veux de l'argent de ta propre famille. Sa voix a monté. D'autres clients ont jeté un coup d'œil. De gens qui n'ont nulle part où aller. Grace s'est penchée en avant, son expression blessée. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne, Ray. Avare. Tout simplement avare. Je me suis levé, j'ai récupéré mon dossier et j'ai pris ma tasse de café pour la débarrasser. Une habitude, de la courtoisie, le genre de geste qui me séparait des gens qui s'attendaient à être servis. Alors je suppose que nous n'avons pas d'accord. Vous devrez trouver un autre logement. Tu ne peux pas simplement. Où sommes-nous censés? Léonard s'est à moitié levé de sa chaise. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Bonne journée. J'ai fait un signe de tête au barista en sortant. Dans le camion, je suis resté assis un moment, les mains sur le volant, respirant régulièrement, laissant l'adrénaline retomber. Puis j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. Ce soir-là,
mon téléphone est devenu une arme dirigée contre moi de plusieurs directions. Le premier appel est arrivé vers 18 heures. Cousine Linda, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Ray? C'est Linda. J'ai entendu dire que tu avais des difficultés. Des difficultés? De la part de qui? Cornelius m'a appelé. Il s'inquiète pour toi. Il a dit que tu es isolé dans les montagnes, que tu agis étrangement. La stratégie s'est révélée complètement. Il construisait un récit, plantant des graines auprès de chaque membre de la famille qu'il pouvait atteindre. Linda, je vais bien. J'ai pris ma retraite dans le Wyoming. Ce n'est pas étrange. C'est un plan que j'ai depuis des années. Il a dit qu'il y avait eu un incident avec des animaux sauvages et que tu avais refusé d'aider ses parents. C'est une version intéressante des événements. Merci de prendre de mes nouvelles, Linda. Je vais bien. J'ai terminé l'appel et j'ai fixé le téléphone. 20 minutes plus tard, un ancien collègue de Denver. Même scénario, voix différente. Cornelius l'avait contacté, exprimant son inquiétude quant à l'état mental de Ray. Le troisième appel est arrivé à 20h30. Bula, encore. Tu les as embarrassés. Plus de larmes maintenant, de la colère. En public? À quoi pensais-tu? Je leur ai offert une solution équitable. Ils l'ont rejeté. Un contrat de location. Papa, c'est la famille, les parents de Cornelius. Et c'est ma maison, ma retraite, mon seul lieu de paix, que j'ai acheté avec l'argent que j'ai économisé pendant 40 ans. Cornelius avait raison. Tu as changé. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Les mots ont atterri comme elle l'avait voulu. J'ai gardé ma voix calme, contrôlée, même si quelque chose se fissurait dans ma poitrine. Peut-être que j'ai changé, ou peut-être que ce sont tous les autres qui ont changé, et que je le remarque enfin. La ligne est devenue silencieuse. Elle m'avait raccroché au nez. Je suis resté assis à la table de la cuisine, mon téléphone à la main, regardant l'obscurité s'installer sur les montagnes. 3 appels en une soirée, tous disant la même chose. Ray Nelson est instable, dangereux, déraisonnable. L'isolement que j'avais recherché était maintenant utilisé comme une arme, transformé en preuve de déclin mental. Cornelius n'essayait plus de prendre le chalet. Il essayait d'abord de détruire ma crédibilité, de me faire paraître incompétent, de monter la famille contre moi pour que personne ne croie ma version des faits. Stratégie classique. Isoler la cible. Contrôler le récit. Frapper quand elle est sans défense. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Monsieur David Thornton, avocat. J'ai envoyé l'email à 21h47 ce soir-là. Des mots prudents, un langage factuel, aucune émotion qui transparaît. J'avais besoin de conseils juridiques concernant la pression familiale sur la propriété d'un bien, les réclamations potentielles, la protection des actifs. J'ai inclus les bases, mon âge, la valeur de la propriété, la situation familiale, et 3 questions spécifiques sur le droit des personnes âgées et la planification successorale. Puis je me suis versé un bourbon. Un verre, 2 doigts, pas de glace. Je n'étais pas un grand buveur, mais ce soir-là le justifiait. Le porche était froid pour un mois d'avril, mais je suis resté assis dehors quand même, regardant les étoiles apparaître au-dessus des montagnes. Quelque part là en bas, Cornelius planifiait son prochain coup. J'avais l'intention d'avoir plusieurs longueurs d'avance. Le matin est venu avec un email en attente. David Thornton avait répondu à 7h15. Il pouvait me rencontrer jeudi après-midi à son bureau à Cody. Honoraire, $300 de l'heure. J'ai confirmé le rendez-vous immédiatement. Pendant les 3 jours suivants, j'ai organisé la documentation. Mon expérience en ingénierie de la construction m'a bien servi. Tout était étiqueté, daté, avec des références croisées. L'acte de propriété dans un dossier, les documents d'achat dans un autre, un diagramme de l'arbre généalogique montrant les relations, une chronologie écrite des événements commençant par le premier appel de Cornelius, des transcriptions des conversations téléphoniques clés tirées de mes notes détaillées, des impressions du contrat de location que Léonard avait rejeté. Le jeudi matin, j'avais une mallette en cuir remplie de preuves qui pouvaient constituer un dossier aussi solide que n'importe quelle fondation que j'avais jamais conçue. Mercredi soir, mon téléphone a sonné. Bula. Papa. Sa voix semblait faible, épuisée. Je suis désolé de t'avoir crié dessus après l'histoire du café.
Je suis épuisé. Je comprends, ma chérie. Ça a été dur pour tout le monde. Cornelius est tellement stressé. Il essaie d'aider ses parents depuis que Léonard a perdu tout cet argent. Je suis resté très calme. Perdu de l'argent? Que s'est-il passé? Oh, tu ne savais pas? Léonard jouait au poker en ligne. Il a perdu 47 000 $ en 6 mois. C'est pour ça qu'ils ont perdu la maison. Elle était hypothéquée pour les dettes de jeu, 47 000 $. Le chiffre flottait dans l'air comme de la fumée. C'est une somme considérable. Pas étonnant que Cornelius ait été sous pression. Ouais. Et il n'arrête pas de parler de solutions, de la façon dont si nous pouvions juste, je ne sais pas, réorganiser les actifs familiaux. Elle parlait plus vite maintenant, le stress l'emportant sur la prudence. Il a mentionné quelque chose à propos de mettre ton chalet dans une fiducie familiale pour que cela profite à tout le monde à terme, pour ta planification successorale, tu sais. Et la valeur de la propriété a probablement déjà augmenté depuis que tu l'as achetée en mars. Chaque mot était une pièce qui se mettait en place. Une fiducie familiale. C'est une idée intéressante. Quand Cornelius a-t-il suggéré cela? Il y a quelques semaines. Il a dit que ce serait bien pour des raisons fiscales dans le futur. Je ne comprends pas vraiment les histoires de planification successorale. Moi non plus. C'est pourquoi je consulte un avocat cette semaine, juste pour m'assurer que tout est en ordre. Un avocat? Sa voix s'est aiguisée. Papa, est-ce nécessaire? À mon âge, avec une propriété de cette valeur? Oui. C'est la chose responsable à faire. Après avoir raccroché, j'ai ajouté 6 pages de notes à ma documentation. Le jeu de Léonard. Le stratagème de Cornelius déguisé en planification successorale. La chronologie du désespoir menant à l'agression. Jeudi après-midi, je suis allé à Cody et je me suis garé en face de la quincaillerie Murphy sur Sheridan Avenue. Le bureau de Thornton occupait le 2e étage. Enseigne professionnelle, passage régulier, bâtiment bien entretenu. J'ai observé pendant 5 minutes, évaluant la situation. Puis j'ai pris ma mallette et je suis entré. David Thornton avait une 50aine d'années, buriné par le Wyoming, avec la manière directe de quelqu'un qui avait grandi dans un ranch avant que la faculté de droit ne change sa trajectoire. Son bureau avait des meubles en bois, des livres de droit, un diplôme encadré de l'université du Wyoming et une fenêtre donnant sur la rue principale. J'ai présenté ma documentation en séquence, papier de propriété, diagramme familial, chronologie, preuve. Chaque document remis au moment opportun. Thornton prenait des notes, posait des questions de clarification. J'avais préparé les réponses. Monsieur Nelson, je dois dire que c'est le dossier le plus organisé que j'ai vu depuis des années. Vous avez tout documenté. 40 ans dans l'ingénierie de la construction. La documentation prévient les litiges. Dans ce cas, elle va vous protéger de manière significative. Il s'est penché en arrière, tapotant son stylo contre le bureau. Voici mon évaluation. Votre gendre tente d'établir des motifs pour prétendre que vous êtes incompétent ou que vous avez besoin de surveillance. La campagne de dénigrement, les histoires de comportements dangereux, ce sont les préliminaires à une éventuelle demande de mise sous tutelle. Une mise sous tutelle, m'enlever mes droits légaux. C'est une tactique, pas toujours couronnée de succès, mais elle peut bloquer vos actifs au tribunal pendant des mois pendant qu'ils soutiennent que vous ne pouvez pas gérer vos affaires. La solution est de prouver de manière concluante que vous gérez vos affaires avec compétence, ce que nous faisons en ce moment. Quelle est la prochaine étape? Une fiducie révocable entre vif avec un fiduciaire indépendant. Je vais être franc. Cela coûtera environ 2400 $ en frais juridiques, mais cela vous rend essentiellement intouchable. La fiducie possède la propriété, pas vous personnellement. Ainsi, la pression familiale devient juridiquement dénuée de sens. Faites-le. Dans combien de temps pouvons-nous l'avoir prête? 2 semaines. Je rédigerai les documents. Vous les examinerez et les signerez. Nous les enregistrerons correctement. Après cela, votre propriété sera protégée. La réunion a duré 90 minutes. Quand je suis parti, le soleil était plus bas, mais je me sentais plus clair d'esprit que je ne l'avais été depuis des semaines. Suivant les conseils de Thornton, je me suis rendu à la bibliothèque publique au lieu de rentrer chez moi. J'ai choisi un terminal informatique dans un coin, dos au mur, une habitude,
et j'ai accédé au registre de propriété du Colorado, des bases de données publiques que j'avais déjà consultées au cours de ma carrière d'ingénieur, permis de construire, privilèges immobiliers, servitudes. J'ai entré l'adresse de Bula et Cornelius et j'ai téléchargé l'historique de leur hypothèque. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire m'a frappé comme une douche froide. 35 000 $, daté de 8 mois. Autorisation de signature unique, le nom de Cornelius seulement. J'ai imprimé les documents avec des mains qui ne tremblaient pas, mais qui en avaient envie. Je les ai ajoutés à mon dossier. Je suis rentré au chalet en silence. Ce soir-là, j'ai appelé Thornton depuis le porche. David, j'ai trouvé quelque chose. La maison de ma fille a une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 35 000 $ dont elle n'était pas au courant. Prise par son mari? Oui. Il y a 8 mois. Registre de propriété du Colorado. Le Colorado autorise les lignes de crédit sur valeur domiciliaire par un seul conjoint sous certaines conditions, mais le cacher à son conjoint. C'est une autre affaire. L'a-t-elle découvert? Non. Je ne suis pas sûr quand ou si je devrais lui dire. Ce n'est pas une question juridique, Ray. C'est une question de famille. Mais d'un point de vue juridique, cette information explique sa motivation. Il utilise probablement votre stratagème de chalet pour couvrir des dettes existantes. Après avoir raccroché, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai tout étalé. Les notes de l'avocat à gauche, les communications familiales au centre, les découvertes financières à droite. La dette de jeu de 47 000 $ de Léonard a mené à la ligne de crédit de 35 000 $ de Cornelius pour en couvrir une partie, ce qui a mené à une pression financière, qui a mené au stratagème pour acquérir mon chalet et finalement le liquider pour de l'argent. Tout était lié. J'ai sorti un bloc-notes juridique et j'ai commencé à tracer des lignes entre les faits connexes, à encercler les points clés, à écrire des questions. Thornton peut-il enquêter sur la légalité de la ligne de crédit? Bula a-t-elle un recours légal? Quand informer Bula? Comment la protéger sans l'aliéner davantage? Mon téléphone a vibré. Un texto de Thornton. Document de fiducie prêt lundi pour examen. J'ai répondu, j'y serai. Puis j'ai fait une dernière note au bas de mon bloc-notes. Cornelius est acculé. Les animaux acculés attaquent. Se préparer à une escalade. 3 semaines plus tard, un lundi matin de début juin, je me suis rendu au bureau de Thornton pour la signature de la fiducie. La mallette à côté de moi contenait 3 semaines de dossiers financiers organisés, de relevés bancaires, de comptes de retraite, d'évaluations immobilières, de documents d'investissement, tout consolidé, étiqueté, prêt. L'assistante de Thornton avait préparé les documents sur la table de conférence, 43 pages au total, chaque ligne de signature marquée d'un onglet jaune. J'ai lu chaque page pendant que Thornton répondait à ses emails à son bureau, me donnant le temps. La fiducie révocable entre vifs le désignait comme fiduciaire indépendant. Actifs totaux, 290 000 $. Le chalet, mes fonds de retraite, tout ce que j'avais construit en 40 ans. La disposition cruciale se trouvait à la page 17, Bula n'hérite que si elle est divorcée de Cornelius ou si Cornelius signe une renonciation légale à toute réclamation sur la propriété. Cette disposition ici, a dit Thornton, me rejoignant à la table, l'héritage conditionnel pour Bula. Vous comprenez que cela pourrait créer un conflit familial? Le conflit existe déjà. Ceci ne fait que la protéger contre l'exploitation par le biais de ma propriété. Si Cornelius découvre cette structure de fiducie, il réagira probablement de manière agressive. Laissez-le faire. Tout ici est légal. Il n'a aucun motif de contestation. L'expression de Thornton était pleine de sous-entendus. Les motifs légaux et les drames familiaux sont deux choses différentes. Êtes-vous prêt à ce qu'il intensifie la situation? Je me prépare depuis mars. C'est pour ça que nous sommes assis ici. Il a souri légèrement. Très bien. Exécutons ces documents. Ma signature était ferme sur chaque page. La notaire, l'assistante de Thornton, professionnelle et efficace, a apposé son sceau avec une précision exercée. Le son qu'il a produit était satisfaisant, l'intégrité structurelle, édition juridique. J'ai fait un chèque de 2 400 $ et je suis parti avec des copies de tout dans une enveloppe scellée. Le reste de cette semaine, j'ai contacté mes institutions financières méthodiquement. Chaque appel téléphonique suivait le même schéma. M'identifier, demander des formulaires de changement de bénéficiaire, expliquer la structure de la fiducie, confirmer la documentation.
Monsieur Nelson, j'ai votre demande de changement de bénéficiaire, a dit l'administrateur du compte de retraite. Vous retirez votre fille comme bénéficiaire? Non, je désigne ma fiducie révocable entre vives comme bénéficiaire principal. Ma fille hérite par le biais de la fiducie. Puis-je vous demander pourquoi vous effectuez ce changement? Protection des actifs et planification successorale. J'ai des inquiétudes concernant les réclamations de tiers. Compris. Nous traiterons cela dans les 5 jours ouvrables. J'aimerais également une confirmation par email, s'il vous plaît. Bien sûr. Y a-t-il autre chose? Oui. Notez dans mon dossier que ce changement a été fait volontairement avec un conseil juridique. Je documente ma compétence pour toutes les décisions financières. Un silence. C'est inhabituel, mais j'ajouterai cette note. Le vendredi, chaque actif que je possédais était protégé au sein de la structure de la fiducie. Je tenais une liste de contrôle sur ma table de cuisine, cochant chaque tâche accomplie avec satisfaction. 2 semaines plus tard, Bula a appelé. Papa, Cornelius est si bizarre ces derniers temps. Sa voix semblait faible, épuisée. Il me pose des questions sur tes finances, si tu as mis à jour ton testament. J'ai posé mon café avec précaution. J'ai fait un peu de planification successorale. C'est responsable à mon âge. Je sais, mais il s'est vraiment mis en colère quand j'ai mentionné que tu avais mis en place une fiducie. Il a appelé ça une trahison. Pourquoi ma planification successorale le trahirait-elle? Ce n'est pas son héritage. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Bula, lui as-tu donné des détails sur la fiducie? J'ai juste mentionné que tu en avais créé une. Je ne pensais pas que c'était un secret. Ça l'est? Non, pas un secret. Juste privé. Qu'a dit Cornelius exactement? Il a dit que tu coupais les ponts avec la famille et que tu étais manipulé par des avocats. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'en soucie-t-il autant? C'est une très bonne question, ma chérie. Une que tu devrais probablement lui poser directement. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Thornton. Cornelius est au courant de la fiducie. Sa réponse fut immédiate. Dans combien de temps pouvez-vous obtenir une évaluation médicale? Le lendemain, je réparais la rampe du Porsche quand la voiture de Cornelius est arrivée à toute vitesse dans l'allée, projetant de la terre et du gravier. Il a sauté hors de la voiture, n'a pas fermé correctement la portière, et s'est précipité vers moi. J'ai calmement posé mes outils, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer une vidéo. Je me tenais en haut des marches du Porsche, 6 marches plus haut, ce qui me donnait une position surélevée. Cornelius devait s'approcher en montant, me regardant de bas. Je tenais le téléphone à hauteur de poitrine, l'objectif manifestement pointé sur lui. Cornelius, tu es sur ma propriété, sans y être invité. J'enregistre cette conversation. Je me fiche de ton enregistrement. Son visage était rouge, ses mouvements agressifs. Tu as mis en place un stratagème juridique pour voler ta propre fille. La fiducie protège mes actifs et garantit que Bula hérite de manière appropriée. C'est tout à fait légal. De manière appropriée? Qu'est-ce que ça veut dire? À moins qu'elle ne divorce de moi. C'est ce que tu veux vraiment, n'est-ce pas? La fiducie garantit que ma propriété n'est pas sujette à des réclamations de tiers. C'est de la planification successorale standard. Des tiers? Je suis de la famille. Ton gendre. Tu es le mari de ma fille. Tu n'as aucune réclamation légale sur ma propriété. La fiducie ne fait que formaliser cette réalité. Sa voix est montée plus haut. On verra ça. Je vais prendre un avocat. Je vais contester ça. Je ferai en sorte que tu ne revois plus jamais Bula. Tu menaces d'isoler ma fille de moi parce que j'ai protégé ma propre propriété. C'est intéressant. Pour mémoire. Ce n'est pas fini. Alors quitte ma propriété maintenant ou j'appelle le shérif pour violation de propriété. Il est retourné en trombe à sa voiture. Le moteur a rugi. Le gravier a giclé alors qu'il faisait marche arrière sauvagement et s'éloignait à toute vitesse dans l'allée. J'ai arrêté l'enregistrement, j'ai visionné la séquence immédiatement. Visage visible, audio clair, menace documentée. Je l'ai téléchargé sur un stockage cloud et j'ai envoyé une copie par email à Thornton avec pour objet, preuve de confrontation hostile. Ce soir-là, j'ai rédigé un rapport d'incident détaillé. Date, heure,
ce qui a été dit. Pas de témoins, malheureusement, mais la vidéo avait tout capturé. La réponse de Thornton est arrivée en moins d'1 heure. Continuez à tout documenter. Envisagez une évaluation médicale pour prévenir les contestations de compétences. Attendez-vous à des représailles. Ils sont à court d'options. J'ai appelé la clinique du docteur Patricia Chen le lendemain matin. La réceptionniste a demandé si quelque chose de spécifique avait motivé la demande. J'ai 67 ans. Je suis propriétaire et je veux des documents attestant que je suis en bonne santé et compétent. Planification préventive. Le rendez-vous a été fixé pour le lundi suivant. Je me suis assis à ma table ce soir-là, à revoir la vidéo de la confrontation, regardant la rage de Cornelius se déchaîner sur le petit écran. Son masque était complètement tombé lorsque l'argent avait été menacé. Chaque mot enregistré, chaque menace documentée. Mon téléphone a vibré. Email de Thornton. Bonne idée pour l'évaluation médicale. Ils essaieront probablement les services de protection des adultes ensuite. C'est le manuel standard dans ces situations. Gardez une longueur d'avance. J'ai répondu, déjà programmé. Rendez-vous la semaine prochaine. Avant de fermer l'ordinateur portable, j'ai regardé la photo encadrée de la jeune Bula sur le manteau de la cheminée. 8 ans, il lui manquait ses dents de devant, riant de quelque chose que j'avais dit. Je me suis demandé combien de dommages collatéraux cette guerre créerait avant de se terminer. Lundi matin, je me trouvais à la clinique du docteur Chen 15 minutes en avance. Le bâtiment médical était moderne, de plein pied, efficace. J'ai rempli des formulaires demandant des copies de tous les résultats de tests et évaluations. Quand le docteur Chen m'a appelé, j'ai expliqué directement. J'ai 67 ans, je suis propriétaire, et je veux une documentation médicale de base prouvant ma compétence physique et mentale. C'était une femme vive d'une 50aine d'années, avec la compétence burinée de quelqu'un qui avait pratiqué la médecine rurale pendant des décennies. Son expression montrait de la compréhension. Je vois. Malheureusement, j'ai déjà rencontré des situations comme celle-ci. Les enfants adultes contestent parfois la compétence de leurs parents pour prendre le contrôle de leurs biens. C'est exactement ce que j'essaie de prévenir. Pouvez-vous fournir une évaluation écrite détaillée? Absolument. Je vais effectuer des tests cognitifs complets et fournir une lettre officielle à des fins juridiques. Correct. Je veux des documents qui tiennent la route devant un tribunal si nécessaire. Alors, soyons minutieux. L'examen a duré 90 minutes. Pression artérielle, réflexe, prise de sang, puis test cognitif, mini-examen de l'état mental, dessin de l'horloge, exercice de rappel de mémoire. Elle m'a demandé de dessiner une horloge indiquant 3h15. Je l'ai dessinée avec précision. Elle m'a demandé de me souvenir de 3 mots. Pomme, table, sous, et de les rappeler après 5 minutes. Je me suis souvenu des 3. Elle m'a demandé de compter à rebours à partir de 100 par 7. Je l'ai fait avec précision. Une fois terminé, le docteur Chen a tapé des notes sur son ordinateur, puis a imprimé une lettre sur du papier à en-tête de la clinique. Monsieur Ray Nelson est mentalement compétent, en bonne santé physique, pleinement capable de gérer ses propres affaires et de prendre des décisions indépendantes concernant sa propriété et ses finances. Patiente alerte, orientée, cognitivement intacte. Aucun signe de démence, de confusion ou de capacité diminuée. Elle l'a signé, a apposé le tampon de la clinique, et m'a remis à la fois la lettre et les copies de tous les résultats des tests. 240 $ pour l'évaluation prolongée. J'ai payé par carte de crédit, notant soigneusement la transaction pour mes dossiers. 2 jours plus tard, j'étais dans mon atelier en train d'organiser des outils quand une berline inconnue s'est arrêtée. Une femme d'une 40aine d'années, d'allure professionnelle, est sortie, portant une tablette et un dossier officiel. Monsieur Nelson? Je suis Margaret Willow des services de protection des adultes. Je suis ici concernant une plainte déposée au sujet de votre bien-être. L'éclair de colère a été immédiat, mais j'ai gardé une expression neutre. Une plainte de qui? Je ne peux pas le divulguer lors de mon évaluation initiale. Puis-je entrer? Bien sûr. Voulez-vous un café? Non, merci. C'est une vérification de bien-être standard. Je l'ai laissé entrer. Porte grande ouverte. Transparence. Je dois vous dire d'emblée. Je suis impliqué dans un litige immobilier avec des membres de ma famille. Je soupçonne que cette plainte fait partie de ce conflit,
et non d'une réelle préoccupation pour mon bien-être. J'apprécie votre honnêteté. Je mènerai mon évaluation objectivement. Si la plainte est infondée, je le documenterai. Margaret a traversé le chalet avec sa tablette, documentant tout. La cuisine était propre, organisée, les factures payées et classées systématiquement, le réfrigérateur rempli de nourriture fraîche, la salle de bain rangée, la chambre en ordre. Aucun danger pour la sécurité, aucun signe de négligence ou de confusion. Avez-vous des difficultés à gérer les tâches quotidiennes, cuisiner, nettoyer, payer les factures? Aucune difficulté. Je vis seul depuis ma retraite. Je gère tout de manière indépendante. La plainte mentionne des inquiétudes quant à votre état mental. Avez-vous connu des problèmes de mémoire, de la confusion ou des difficultés à prendre des décisions? J'ai récupéré le dossier de mon bureau. J'ai eu une évaluation médicale complète il y a 2 jours, spécifiquement pour répondre à cette préoccupation. Elle a lu attentivement l'évaluation du Dr Chen. C'est très complet et récent. La plupart des gens dans votre situation n'ont pas de documentation médicale à jour. J'ai anticipé de fausses allégations. Je voulais avoir des preuves prêtes. C'est une réflexion assez stratégique, Monsieur Nelson. 40 ans en tant qu'ingénieur. Je crois en la planification. J'ai également fourni des relevés bancaires récents montrant une gestion financière responsable et des copies de mes documents de fiducie, prouvant une planification successorale sophistiquée. Margaret a pris de nombreuses notes. Son attitude professionnelle est restée neutre, mais j'ai reconnu le schéma dans ses questions. Elle avait déjà vu ça. L'exploitation familiale déguisée en inquiétude. 3 jours plus tard, l'avocat Thornton a obtenu des copies de la plainte officielle par des voies légales. Je l'ai lu à ma table de cuisine, lentement, complètement, plusieurs fois. Cornelius et Léonard avaient signé en tant que coplaignants. Les allégations étaient spécifiques et complètement fausses. Allégation, Ray a menacé des membres de sa famille avec des armes. Faux. Je n'ai jamais possédé d'armes à feu. Allégation, présente un comportement paranoïaque, y compris des caméras de sécurité partout. Les caméras existent pour une protection légitime de la propriété après des menaces réelles. Allégation, refuse les soins médicaux. Faux. Je viens de terminer une évaluation complète. Allégation, a du mal avec les tâches de base et prend des décisions financières irrationnelles. La fiducie était une planification sophistiquée, pas irrationnelle. Grace a fourni une déclaration de soutien affirmant que je les avais mis en danger avec des animaux sauvages. L'incident des loups de Mars, maintenant tordu en preuve d'incompétence. La plainte demandait une évaluation psychiatrique obligatoire et une éventuelle procédure de mise sous tutelle. Ma mâchoire s'est crispée en lisant. Mes jointures sont devenues blanches, agrippant les pages. Ils n'attaquaient plus seulement ma propriété. Ils attaquaient mon autonomie, ma compétence, ma liberté. C'était la guerre. 10 jours après la visite de Margaret, la notification officielle est arrivée. Dossier des services de protection des adultes clos. Plainte jugée infondée. Le rapport de Margaret indiquait clairement, le sujet est compétent, vit de manière indépendante et en sécurité. Aucune preuve d'exploitation, de négligence ou de capacité diminuée. Une évaluation médicale récente confirme sa santé cognitive et physique. La plainte semble motivée par un litige immobilier familial plutôt que par de réelles préoccupations de bien-être. Aucune autre mesure n'est justifiée. J'ai créé un nouveau dossier intitulé « Preuve de fausse plainte APS » et j'ai tout classé systématiquement. La plainte originale avec les fausses allégations, le rapport d'évaluation de Margaret, la lettre de clôture du dossier, mon évaluation médicale, les photographies de mon chalet bien entretenu, ma réfutation écrite de chaque fausse allégation avec des preuves à l'appui. Le dossier a rejoint la collection grandissante sur mon étagère. Je constituais un dossier complet. Mon téléphone a sonné. Thornton. Ray, j'ai trouvé quelque chose. Léonard et Grace ont utilisé l'adresse de votre chalet pour quelque chose. Les registres publics montrent que du courrier leur est envoyé là-bas à leur nom. Cela pourrait être une fraude postale ou une usurpation d'identité. Nous devons enquêter immédiatement. J'ai regardé par la fenêtre la boîte aux lettres au bord de la route. Je n'avais pas pensé à vérifier le courrier adressé à des gens qui ne vivent pas ici. J'y vais maintenant. J'ai attrapé les clés de mon camion, me demandant ce que j'allais découvrir d'autre. J'ai attrapé mes clés et j'ai descendu la longue allée jusqu'à la boîte aux lettres.
Un quart de mile de chemin de terre, la poussière s'élevant derrière le camion dans la chaleur de la fin d'après-midi. Le mois d'août au Wyoming faisait miroiter l'air au-dessus du sol. La boîte aux lettres était en aluminium standard sur un poteau usé, entouré de hautes herbes. J'ai enfilé des gants avant de l'ouvrir. Je ne voulais pas de mes empreintes digitales sur du courrier qui n'était pas le mien. 3 enveloppes, toutes adressées à Leonard Harrison ou Grace Harrison à l'adresse de mon chalet. Département des services familiaux du Wyoming, First Mountain Credit Union, Administration de la Sécurité sociale. J'ai photographié chaque enveloppe avec soin avec mon téléphone, recto, verso, les cachets de la poste visibles, les dates claires. Puis je les ai placées dans un sac de preuves en plastique que j'avais apporté spécifiquement à cet effet et je suis retourné au chalet. Thornton a répondu à la première sonnerie. Ray, j'ai trouvé quelque chose de significatif. Léonard et Grace ont utilisé votre adresse pour de la correspondance officielle. Dans quel but? Fraude aux prestations sociales, possiblement. Ils reçoivent du courrier des services sociaux du Wyoming et ils ont ouvert un compte bancaire en utilisant l'adresse de votre chalet, mais vos enregistrements de caméra prouvent qu'ils n'y vivent pas, c'est un crime fédéral, n'est-ce pas? Fraude postale, fraude aux prestations, potentiellement usurpation d'identité s'ils prétendent avoir votre permission. On parle d'années de prison fédérale s'ils sont poursuivis. J'ai regardé le sac de preuves sur ma table de cuisine. Alors nous le signalons. Je ne vais pas couvrir des criminels simplement parce qu'ils sont liés à mon gendre. Compris. Je préparerai le dossier de preuve et contacterai le bureau du procureur des États-Unis. Ray, cela change tout. Une fois que des accusations fédérales seront déposées, leur crédibilité sera détruite. Bien. Peut-être qu'ils feront enfin face aux conséquences de leurs actions. La semaine suivante s'est déroulée rapidement. J'ai compilé les preuves avec la même précision que j'avais apportée à 40 ans de projet d'ingénierie. Les enregistrements des caméras de sécurité montrant l'unique et brève visite de Léonard et Grace en mai, les factures de services publics prouvant l'absence d'occupants supplémentaires, les registres du courrier, ma déclaration sous serment que je n'avais jamais donné la permission d'utiliser mon adresse. Thornton a tout transmis au procureur adjoint des États-Unis, James Morrison, de la division des crimes économiques. Morrison m'a appelé 3 jours plus tard. Monsieur Nelson, l'avocat Thornton a fourni des preuves convaincantes de fraude aux prestations sociales utilisant l'adresse de votre propriété. Je n'ai jamais donné la permission d'utiliser mon adresse. J'ai des enregistrements de caméras prouvant qu'ils ne vivent pas ici. J'ai examiné les enregistrements. Il est clair qu'ils ont visité une fois brièvement et ne sont jamais revenus. Depuis combien de temps le courrier arrive-t-il à leur nom? D'après les cachets de la poste, au moins 6 semaines. Cela établit une tendance, combinée aux demandes de prestations revendiquant la résidence dans le Wyoming. Nous avons suffisamment de preuves pour une enquête fédérale. Je vais être franc. Cela aboutira probablement à des poursuites pénales. Je n'essaie pas de ruiner leur vie, mais je ne permettrai pas que ma propriété soit utilisée pour la fraude. Vous faites ce qu'il faut en le signalant. Nous nous en occuperons à partir d'ici. Pendant que Thornton enquêtait sur la fraude de Léonard et Grace, il a découvert autre chose dans les registres publics du Colorado, la maison de Cornelius et Bula avait 3 paiements hypothécaires manqués. 8 400 $ d'arriérés. Un avis de défaut de paiement avait été déposé. La première étape vers la saisie. Ray, cela explique son désespoir, a dit Thornton quand il a appelé. Il comptait sur votre chalet pour résoudre sa crise financière. Quand votre fiducie a bloqué ce plan, il n'avait pas de plan B, je me suis assis à ma table de cuisine, digérant l'information. Sa propre maison est en danger. Il y a une option non conventionnelle que je dois mentionner. Vous pourriez acheter la dette en défaut. Les banques vendent les prêts en souffrance à prix réduit à des sociétés de recouvrement. Vous deviendriez le créancier, mais de manière anonyme par le biais d'une SARL. Cornelius ne le saurait jamais. Les implications se sont installées lentement en moi. Cela me donnerait un levier complet. Oui, mais c'est aussi éthiquement complexe. Vous contrôleriez si votre fille garde sa maison. Laissez-moi y réfléchir. J'ai parcouru ma propriété ce soir-là, faisant le tour du chalet, suivant la lisière de la forêt, réfléchissant. Si j'achetais la dette, je contrôlerais l'avenir de Cornelius. C'était un pouvoir que je n'avais jamais voulu. Mais si la banque procédait à la saisie, Bula perdrait sa maison. Elle était innocente dans tout ça. Le lendemain matin, j'ai appelé Thornton. Faites-le. Achetez la dette.
Mais Bula ne doit pas le savoir pour l'instant. Pas avant que je puisse tout lui expliquer. La transaction a pris une semaine. 31 000 $ de mes économies vers une société intermédiaire, qui a acheté la dette et créé Mountain Holdings LLC avec moi comme propriétaire bénéficiaire. Cornelius a reçu une notification que son prêt avait été vendu, mais aucune information sur le nouveau créancier. J'ai classé le reçu du virement dans un dossier simplement intitulé « Levier ». À la mi-août, ma position s'était complètement transformée. Léonard et Grèce faisaient face à une enquête fédérale. La dette hypothécaire de Cornelius était secrètement sous mon contrôle. Chaque tentative de manipulation était documentée. Ma propre propriété et mes actifs étaient légalement intouchables. Mais je ne ressentais aucun triomphe, juste de la lassitude. C'était censé être une retraite paisible. Au lieu de cela, c'était devenu une guerre, où mes adversaires m'avaient forcé à riposter. Je me suis assis sur mon porche au coucher du soleil, les dossiers de preuves empilés à côté de moi, et j'ai pris ma décision. Bula méritait de connaître la vérité, toute la vérité. Elle méritait de comprendre ce que son mari avait fait, le danger dans lequel se trouvait sa maison, ce dont son père l'avait protégée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé « Ma chérie, nous devons parler. Peux-tu venir au chalet ce week-end ? Juste toi. C'est important. » Sa réponse est venue 10 minutes plus tard. « Est-ce que tout va bien ? Tu m'inquiètes. » Tout va bien pour moi, mais il y a des choses que tu dois savoir sur votre situation financière. Des choses que Cornelius ne t'a pas dites. Quelles choses ? Papa, tu me fais peur. Pas par texto. En personne. Samedi après-midi. Je préparerai le déjeuner. Cornelius a un voyage de travail ce week-end. Je peux venir samedi. Parfait. Juste toi. Cette conversation est entre nous. D'accord. Je serai là vers midi. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les montagnes s'assombrir contre le coucher du soleil. Demain, je me préparerai. Samedi, je dirai à ma fille à quel point son mari avait trahi sa confiance. La vérité ne serait pas facile. Elle pourrait ne pas me croire au début. Elle pourrait être en colère, mais j'avais gardé ses secrets assez longtemps. Le samedi matin est arrivé avec une clarté cristalline. Je me suis levé tôt, nerveux d'une manière que je n'avais pas été pendant tout ce conflit. Affronter Cornelius exigeait de la stratégie. Affronter ma fille exigeait quelque chose de plus difficile, une honnêteté qui la blesserait. J'ai nettoyé le chalet, déjà propre, mais j'avais besoin d'activité. J'ai préparé une salade de poulet pour des sandwichs, son plat préféré d'enfance. J'ai organisé le dossier de preuves sur la table de la cuisine où elle s'assiérait. Sa berline est apparue vers 11h30, un sillage de poussière derrière elle sur l'allée. Elle est sortie, l'air fatigué, inquiet. Je l'ai accueillie sur le porche et l'ai serrée dans mes bras. Elle était tendue. Nous avons commencé par un café et des banalités, son travail d'enseignante, le temps, n'importe quoi sauf la vraie conversation. Mais le dossier sur la table ne cessait d'attirer son regard. Finalement, papa, qu'est-ce qui se passe ? Ton texto m'a fait peur. J'ai pris une profonde inspiration. Ma chérie, il y a des choses sur votre situation financière que Cornelius ne t'a pas dites. Des choses graves. Elle a ri nerveusement. Quoi ? A-t-il oublié de payer une facture de carte de crédit ? Il est parfois distrait. Votre maison est en procédure de saisie. 3 mois de paiements hypothécaires manqués. La banque était sur le point de prendre votre maison. Son visage a perdu ses couleurs. Ce n'est pas possible. Nous payons l'hypothèque. Cornelius s'en occupe en ligne tous les mois. C'est ce qu'il t'a dit. Voici ce qui s'est réellement passé. J'ai fait glisser l'avis de défaut de paiement sur la table. Elle l'a lu lentement, ses mains commençant à trembler. Il est dit que le prêt a été vendu à Mountain Holdings LLC. C'est qui ? C'est moi. Enfin, techniquement une société que je possède par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai acheté votre dette à la banque. Tu as acheté notre hypothèque ? Le choc a transformé son expression. Pourquoi ferais-tu ça ? Comment peux-tu même ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu que la banque saisisse et que vous perdiez votre maison, je contrôle la dette. Vous me devez de l'argent maintenant, à Cornelius et à toi, pas à la banque. Elle s'est levée brusquement, l'émotion montant. C'est insensé.
Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que l'hypothèque était en retard? M'aurais-tu cru? Où est-ce que Cornelius aurait trouvé une explication? J'avais besoin d'un levier pour te protéger de ce qui allait suivre. J'ai laissé cela s'installer, puis j'ai continué. Il y a plus. Il y a 8 mois, Cornelius a contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 35 000 $ sur votre maison. Ce n'est pas vrai. Nous aurions dû signer tous les deux pour ça. J'ai fait glisser les documents de la ligne de crédit sur la table. Dans le Colorado, dans certaines circonstances, un seul conjoint peut obtenir une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Voici sa signature. Où est la tienne? Elle a examiné les papiers, les mains tremblant violemment maintenant. Je n'ai jamais signé ça. Je n'ai même jamais vu ces papiers. 35 000 $. Où est passé cet argent? Au mieux, pour couvrir une partie des dettes de jeu de Léonard. Tu te souviens m'avoir dit que Léonard avait perdu 47 000 $ au poker en ligne. Cornelius essayait de régler le problème de son père en utilisant notre maison comme garantie, sans me le dire. Oui. Et quand ça n'a pas suffi, quand mon stratagème de chalet a échoué et qu'il n'a pas pu obtenir plus d'argent, il a simplement cessé de payer votre hypothèque. J'ai suggéré que nous mangions. Elle a d'abord refusé. Comment peux-tu penser à la nourriture en ce moment? Mais j'ai insisté doucement. Nous avions besoin d'une pause avant les prochaines révélations. Les sandwichs avaient un goût de poussière, mais nous avons mangé quand même. Ensuite, je lui ai montré le reste, systématiquement, chronologiquement. L'enregistrement de la confrontation menaçante de Cornelius sur mon Porsche. La fausse plainte au service de protection où il a essayé de me faire déclarer incompétent. La fraude postale fédérale de Léonard et Grèce utilisant mon adresse. Chaque élément de preuve soigneusement présenté avec des dates et un contexte. Elle a écouté, d'abord sur la défensive. Cornelius ne ferait pas ça. Puis, dubitative. Es-tu sûr que ces documents sont réels? Finalement, alors que les preuves devenaient accablantes, dévastées. Quand je lui ai montré la plainte aux APS, où son mari avait tenté de faire retirer les droits légaux de son père, elle s'est effondrée. Pas de larmes douces, mais des sanglots déchirants qui secouaient ses épaules. Je l'ai laissé pleurer, sans offrir de platitude, juste en restant présent. Quand elle a pu parler, c'était à travers les larmes. Depuis combien de temps sais-tu? Des bribes depuis mai. Tout depuis juillet. Elle m'a regardé avec de la peine et de la colère. Des mois? Tu sais depuis des mois que mon mariage est un mensonge, que je suis en danger financier, et tu ne m'as rien dit. Je l'ai regardé dans les yeux. Si je te l'avais dit en mai, sans preuve, m'aurais-tu cru? Ou est-ce que Cornelius t'aurait convaincu que j'étais paranoïaque, vindicatif, exactement ce qu'il disait déjà? Sa voix est devenue plus basse, sachant que j'avais raison. Je ne sais pas. Probablement pas, c'est pourquoi j'ai attendu. C'est pourquoi j'ai rassemblé des preuves. Pour que tu saches que la vérité était réelle, pas seulement l'opinion de ton père. J'ai rempli à nouveau son café, j'ai poussé le sucrier vers elle. Elle l'aimait très sucré quand elle était stressée, un détail de son enfance. Finalement, j'ai dû lui présenter le choix. Tu as une décision à prendre, et tu dois la prendre bientôt. Quelle décision? Rester avec Cornelius ou le quitter? Je ne prendrai pas cette décision pour toi. Comment puis-je décider ça maintenant? Tu as jusqu'à la fin du mois d'août. C'est environ une semaine. Parce que des agents fédéraux vont arrêter Léonard et Grèce d'ici 2 semaines pour fraude. Quand ça arrivera, tout deviendra public. Cornelius sera interrogé. Ton mariage fera la une des journaux dans une ville assez petite pour que tout le monde se connaisse. Elle était dépassée. C'est trop. Je ne peux pas penser. Si tu quittes Cornelius, que tu demandes le divorce, que tu te protèges légalement, je pardonnerai la dette hypothécaire sur ta maison. Tu en seras la propriétaire, sans dette. Je t'aiderai à reconstruire. Tu me soudoies pour que je quitte mon mari. Je t'offre une bouée de sauvetage. Que tu la prennes ou non, c'est ton choix. Mais comprends que si tu restes avec lui, je ne pourrai pas te protéger de ce qui arrive. Quelques heures plus tard, elle a rassemblé ses affaires, épuisée. Je l'ai accompagnée à sa voiture, portant un dossier de copie de documents. Avant de monter, elle s'est retournée. As-tu jamais pensé à ce que ça me ferait, de savoir tout ça? Chaque jour depuis que je l'ai découvert.
C'est pourquoi j'ai bâti un dossier si solide, pour que tu saches que je n'exagérais pas, je ne sais pas si je peux te pardonner d'avoir attendu si longtemps. Je comprends, mais je préfère que tu sois en colère contre moi pour avoir attendu plutôt que détruite parce que tu ne savais pas à temps pour te protéger. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as une semaine. Après ça, tout avance. Avec ou sans toi. Elle m'a regardé avec des yeux épuisés. Je ne sais plus à qui faire confiance. Fais confiance aux documents. Ils ne mentent pas. Les gens, si. Elle est partie sans un regard en arrière. Je suis resté dans l'allée à la regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse, me demandant si je venais de perdre ma fille ou de la sauver. 5 jours plus tard, mercredi matin, je buvais mon café sur le porche quand mon téléphone a sonné. Thornton. Ça se passe maintenant. Des agents fédéraux exécutent des mandats d'arrêt contre Leonard et Grace dans le Colorado. Je pensais que tu devais le savoir. J'ai posé mon café avec précaution, sans célébrer, juste en prenant acte. Merci de me le dire. 1 heure a passé, puis mon téléphone a sonné à nouveau. Bula, sa voix tremblante. Papa, Cornelius vient de recevoir un appel. Ses parents ont été arrêtés par des agents fédéraux. Quelque chose à propos de fraude. Étais-tu impliqué là-dedans? J'ai pris une grande inspiration. J'ai signalé des crimes aux autorités compétentes. Ce qui s'est passé après, c'est le système judiciaire qui a fait son travail. Long silence, puis, doucement, je dois te rappeler. La ligne est devenue silencieuse. Je me suis rassis, fixant les montagnes, me demandant si ma fille me pardonnerait un jour d'avoir déclenché cette chaîne d'événements. En moins de 3 heures, Cornelius a appelé, hurlant, « C'est toi qui as fait ça. Tu les as dénoncés. Tu as détruit ma famille. » Je suis resté silencieux, le laissant s'épuiser. Tes parents ont commis des crimes fédéraux en utilisant ma propriété. Je l'ai signalé. C'est ce que font les citoyens respectueux de la loi. Je le dirai à tout le monde. Je m'assurerai qu'ils sachent que tu as orchestré ça, que tu es vindicatif et cruel. Vas-y. J'ai la documentation de chaque crime qu'ils ont commis. Mon avocat sera ravi de la partager publiquement. Thornton était venu à mon chalet spécifiquement pour ce moment. Je lui ai passé le téléphone. Monsieur Harrison, ici David Thornton, conseil juridique de Ray Nelson. Sa voix était professionnelle, mesurée, finale. Vos parents ont commis des crimes fédéraux. Mon client a rempli son devoir civique en signalant ces crimes aux autorités. Toute tentative de le diffamer entraînera une action en justice immédiate. Comprenez-vous? Click. Cornelius avait raccroché. Vendredi après-midi, Cornelius a tenté de vendre la maison qu'il partageait avec Bula, ayant désespérément besoin d'argent pour la défense juridique de ses parents, pour sa propre survie. Mais la recherche de titres a révélé le problème. L'hypothèque était en défaut et appartenait à Mountain Holdings LLC. Son agent immobilier lui a expliqué qu'il ne pouvait pas vendre sans l'approbation du détenteur du privilège. Cornelius a appelé Thornton, paniqué. Votre cabinet possède mon hypothèque. Comment est-ce possible? Mon client a acheté votre dette en défaut par des voies légales. Vous avez été informé il y a des semaines que votre prêt avait été vendu. J'ai besoin de vendre cette maison. Mes parents ont besoin d'avocats. S'il vous plaît. La réponse de Thornton fut calme. Mon client est disposé à discuter des conditions. Vous recevrez une offre formelle dans les 24 heures. Samedi matin, un coursier a livré une lettre recommandée. À l'intérieur, une offre formelle de ma part, par l'intermédiaire du cabinet de Thornton. Les conditions, je pardonnerai la totalité de la dette hypothécaire. Le solde restant de $35 000 plus $8 400 d'arriéré. Une annulation totale de la dette de $43 400. Les conditions, Cornelius devait signer les papiers du divorce sans aucune réclamation d'actifs. Il devait signer une renonciation légale à toute réclamation sur ma propriété, ma succession ou mes actifs. Il devait signer une déclaration sous serment reconnaissant qu'il n'avait aucun droit légal d'utiliser mon chalet ou de m'impliquer dans ses problèmes financiers. Délai, 72 heures. S'il refusait, je procéderais à la saisie immédiatement. Il perdrait la maison de toute façon, sans rien y gagner. Cornelius a appelé Bula, a essayé de la convaincre de se battre avec lui. Sa réponse, que j'ai apprise plus tard, fut simple, j'ai déjà demandé le divorce hier. Signe les papiers,
Cornelius. C'est fini. Lundi matin, Cornelius s'est présenté au bureau de Thornton. Thornton l'a décrit plus tard, débraillé, mal rasé, des cernes sous les yeux, les mains tremblantes. Il a signé chaque document, l'accord de divorce, la renonciation à la propriété, la déclaration sous serment. Quand ce fut terminé, il a demandé doucement, puis-je au moins garder la maison? La réponse de Thornton fut factuelle. Une fois le divorce finalisé, la maison sera au nom de Bula. Sans dette. Vous devrez trouver un autre logement. Cornelius est parti sans un autre mot. Ce même après-midi, mon téléphone a sonné. Bula. Sa voix était différente, toujours blessée, toujours en train de digérer, mais plus forte. Papa, j'ai signé les papiers du divorce. Je le quitte. Je ne peux pas rester dans cette maison. Trop de souvenirs. Peux-tu m'aider à trouver quelque chose près de chez toi? Je veux tout recommencer. Le soulagement m'a envahi. Pas de triomphe, juste un profond soulagement. Bien sûr, ma chérie. On te trouvera quelque chose de parfait, assez proche pour que l'on se voie, assez loin pour ton indépendance. Es-tu déçu de moi? De ne pas avoir vu qui il était plus tôt? Jamais. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. C'est ce que font les bonnes personnes. Il a trahi cette confiance. C'est de sa faute, pas de la tienne. Sa voix s'est légèrement brisée. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Tu es ma fille. Je suis fier de toi pour avoir fait le choix difficile. Cela demande une vraie force. Après avoir raccroché, je suis sorti sur le porche, je me suis assis dans le fauteuil à bascule que j'avais acheté pour ma retraite. Pour la première fois depuis des mois, je suis simplement resté assis, sans planifier, sans élaborer de stratégie, sans m'inquiéter. La soirée était claire. Des wapitis broutaient dans la clairière. Les montagnes se dressaient, éternelles, au loin. Je me balançais lentement, rythmiquement, et je me suis permis de sentir le poids se lever. Pas complètement disparu. Bula devait encore guérir. Le divorce devait être finalisé. Léonard et Grace attendaient encore leur sentence. Mais ils se levaient. Le danger immédiat était passé. Ma fille était en sécurité. Ma propriété était sécurisée. Presque terminée. Juste un chapitre de plus à écrire. Celui où nous découvririons à quoi ressemble vraiment la paix. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience fédérale à Cheyenne, dans le Wyoming, assistant à l'audience de détermination de la peine de Léonard et Grace. Je n'étais pas obligé d'être là. Le procureur n'exigeait pas ma présence, mais j'avais besoin de voir cela jusqu'au bout. Léonard et Grace se tenaient devant le juge, semblant diminuer dans leur tenue de cour fédérale. Leur avocat avait négocié un accord de plaidoyer, des plaidoyers de culpabilité pour des accusations réduites en échange de peines plus légères. Le juge a examiné leurs antécédents judiciaires, inexistants, et leurs âges, puis les preuves de leur culpabilité, qui étaient accablantes. M. et Madame Harrison, vous avez plaidé coupable de fraude aux prestations sociales. Le tribunal accepte votre accord de plaidoyer. La voix du juge était ferme. Je veux être clair sur la gravité de vos actions. Vous avez exploité des systèmes conçus pour aider les citoyens dans un besoin réel. Oui, votre honneur, a dit Léonard doucement. 2 ans de probation supervisée, 45 000 $ de dédommagement et d'amende, interdiction permanente des programmes d'aide fédéraux et de l'État du Wyoming. Vous vous présenterez tous les mois. Toute violation entraînera un emprisonnement immédiat. Comprenez-vous? Oui, votre honneur, ont-ils dit à l'unisson. Vous avez de la chance d'éviter la prison. Ne gaspillez pas cette opportunité. Rejetez. En quittant le palais de justice, Léonard a croisé mon regard dans le hall. Un moment de reconnaissance mutuelle. Il a détourné le regard le premier, vaincu. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un sentiment de clôture. Bula m'a dit plus tard que Cornelius avait déménagé dans un petit studio dans un quartier moins cher de Denver. Il a pris un minimum d'affaires, tout ce qui tenait dans sa voiture. Je l'ai vu une dernière fois quand il est venu chercher ses affaires, a-t-elle dit. Il ressemblait à un étranger. Pas en colère, juste vide. Il a signé les derniers papiers du divorce sans un mot et il est parti. Le divorce a été finalisé à la mi-septembre. Bula a légalement repris son nom de jeune fille, Bula Nelson.
Avec mon aide, elle a trouvé une petite maison de 2 chambres à Cody, à environ 15 minutes de mon chalet. C'était modeste, mais charmant. Une construction plus ancienne qui nécessitait des mises à jour, mais qui avait de bons murs et une vue sur les montagnes Absaroka. J'ai fourni l'acompte comme cadeau. Bula a obtenu une hypothèque pour le reste en utilisant son salaire d'enseignante et son excellent crédit. Elle a également décroché un poste en 3e année à l'école primaire de Cody, commençant immédiatement. Je l'ai aidé à emménager, passant un week-end à peindre les pièces et à assembler des meubles. Un travail simple, mais profondément significatif, reconstruisant notre relation par des actes de service pratiques. La guérison n'a pas été linéaire pour Bula. Certains jours, elle était optimiste quant à son nouveau départ. D'autres jours, elle était en colère contre Cornelius, contre elle-même, même contre moi pour ne pas lui avoir dit plus tôt. J'écoutais sans me défendre, comprenant qu'elle avait besoin de gérer un deuil complexe. Nous avons pris une routine, des dîners du dimanche ensemble, en alternant chez elle et chez moi. Au cours d'un dîner, alors que nous coupions des légumes ensemble dans sa nouvelle cuisine, elle a demandé, « Penses-tu que je ferai à nouveau confiance à quelqu'un? Que je voudrais me remarier un jour ?» J'ai posé mon couteau. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. La confiance n'est pas quelque chose que l'on est censé donner librement à tout le monde. Elle se gagne lentement, par des actions cohérentes au fil du temps. Toute personne digne d'être dans ta vie le comprendra. Elle a souri, un petit sourire mais sincère. Quand es-tu devenu si sage? Je ne suis pas sage. Je suis juste assez vieux pour avoir fait des erreurs et en avoir tiré des leçons. Un soir frais de fin septembre, Bula est venue dîner à mon chalet. Nous avons cuisiné ensemble, rien d'extraordinaire, juste des spaghettis et de la salade, et nous avons mangé sur le porche malgré le temps qui se rafraîchissait. Alors que le soleil se couchait, peignant les montagnes d'orange et d'or, un petit troupeau de wapitis a émergé de la lisière de la forêt pour brouter dans ma clairière. Nous étions assis dans des fauteuils à bascule assortis, j'en avais acheté un deuxième après qu'elle ait déménagé à proximité et nous regardions en silence confortable. Puis Bula a dit doucement, « Merci, papa. Pour tout. Pour t'être battu pour moi, même quand je ne le comprenais pas. Pour avoir été patient pendant que je mettais de l'ordre dans mes idées. » L'émotion m'a serré la gorge. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es ma fille. Je me battrai toujours pour toi. Je sais, mais je le veux. Tu aurais pu t'en aller, ne protéger que toi-même. Tu ne l'as pas fait. Ce n'était jamais une option. La famille signifie que nous nous protégeons les uns les autres, même quand c'est difficile. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. Ne t'excuse pas d'avoir été loyal envers ton mariage. Cela en dit long sur toi. Elle a souri. Vraiment souri pour la première fois depuis des mois. Regarde ce grand wapiti mâle. Il est magnifique. C'est mon préféré. Je le vois presque tous les soirs. J'ai souri en retour. Bienvenue dans le quartier, ma chérie. Tu vas apprendre à connaître tous les visiteurs réguliers. J'adore déjà cet endroit. Je me sens chez moi ici. C'est chez nous, pour nous deux, maintenant. Plus tard, après le départ de Bula, je suis resté sur le porche, me balançant lentement, regardant la dernière lumière s'estomper du ciel. J'ai repensé à Mars, à l'achat de ce chalet rempli d'espoir pour une retraite paisible, puis à cette paix menacée par l'ultimatum de Cornelius. Le voyage de mars à septembre m'a semblé durer des années, mais je l'ai parcouru sans me perdre, sans devenir cruel, sans abandonner mes valeurs. J'ai protégé ce qui comptait en utilisant la loi et la stratégie au lieu de la vengeance et de la colère. Ma fille était en sécurité, construisant une nouvelle vie à proximité. Ma propriété était sécurisée, mon autonomie intacte. Les antagonistes ont fait face à des conséquences appropriées, mais n'ont pas été détruits au-delà de toute récupération. Ils pourraient se reconstruire s'ils choisissaient de meilleurs chemins. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus des montagnes, je me suis permis un petit sourire. C'est ce que j'avais voulu depuis le début. Des soirées calmes, la faune, l'air de la montagne, et maintenant ma fille assez proche pour le partager avec moi. Pas la retraite que j'avais prévue, mais une meilleure. Parce qu'elle a été gagnée par l'intégrité plutôt que par la chance. Je me suis levé, j'ai étiré mon dos. Je n'étais plus jeune après tout. Et je suis rentré pour appeler Bula, juste pour lui dire bonne nuit. Juste parce que je le pouvais. Juste parce qu'elle était là et que nous allions bien. La porte du chalet s'est refermée doucement.
La montagne se tenait silencieuse, témoin. Une paix durement gagnée et profondément appréciée s'est installée sur la propriété, comme la nuit de septembre. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.